Bonjour YouTube, je reviens pour parler bouquins. J'avais besoin de parler de 3 lectures que j'ai eues en janvier, que j'ai lues quasiment coup sur coup et qui ont été 3 éblouissements. Donc c'est parti, j'ai besoin d'en parler. D'abord, il y a L'année de la pensée magique de Joan Didion. J'avais déjà lu Joan Didion puisqu'évidemment j'adore les essais, j'adore les témoignages de vie. Donc j'avais lu Le bleu de la nuit qui est un livre qu'elle avait dédié à sa fille qu'elle a perdue, sa fille adoptive Quintana. Et sur ce livre-là, L'année de la pensée magique, ça fait très longtemps que je voulais le lire puisque déjà c'est un livre qui a été énormément récompensé, qui a eu le National Book Award à sa sortie en 2005, qui a eu le prix Médicis de l'essai en France en 2007. Et c'est un livre dans lequel Joan Didion parle de deuil puisqu'elle perd subitement son mari d'une crise cardiaque quelques jours avant Noël. Et quelques jours même, c'est peut-être même le 25, ou enfin vraiment on est dans la période de Noël et c'est un moment où leur fille, Quintana justement, qui a une vingtaine d'années, est hospitalisée dans un état critique qui est dans le coma. Donc on est vraiment sur le basculement vers la terreur, vers l'horreur. Hein. Et ce livre retrace pendant un an la trajectoire de deuil, même si le mot est très peu adapté à ce que raconte Joan Didion, puisque justement tout ce qu'elle décrit, c'est la surprise qu'elle a à découvrir que le deuil ne ressemble absolument pas à ce qu'elle imaginait. En fait, toute la beauté de ce texte, qui réside dans son titre, hein, L'année de la pensée magique, c'est que Didion se regarde vivre pendant cette année de deuil où elle perd toute rationalité. C'est l'étude de son comportement à elle, endeuillée, qui perd toute rationalité et qui raconte, qui essaye d'analyser à froid, enfin à chaud puisque c'est dans l'instant, mais pourquoi elle continue, par exemple, d'avoir la sensation que son mari va rentrer. Pourquoi elle continue, pourquoi elle ne veut pas se séparer de ses chaussures, par exemple. Parce que s'il arrive, il aura besoin de ses chaussures. Et pourquoi elle reste persuadée qu'elle aurait pu le sauver, alors même que, a priori, la crise cardiaque est arrivée chez elle et que quand les secours sont arrivés, il était probablement déjà mort. Mais en fait, cette année de la pensée magique, c'est vraiment le récit de tout ce à quoi Joan se raccroche. Et ce qui fait que précisément, alors qu'intellectuellement elle sait qu'elle a perdu son mari, elle comprend, mais émotionnellement, la plaie n'est pas fermée. Émotionnellement, son mari peut revenir à n'importe quel moment. Et ça, c'est fascinant, c'était merveilleux, c'était plein de tendresse, parce que toutes les personnes qui ont vécu le deuil savent ce qu'elle raconte, et elle dit bien d'ailleurs que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas imaginer à quel point, à quelle forme ça prendra. Mais c'est un peu une ode à cette rêverie qui ne fait pas de mal, cette rêverie qui adoucit et qui lui permet de ne pas sombrer. D'ailleurs, après la mort de son mari, elle a peur de mourir elle-même. Elle raconte que les statistiques sont terrifiantes. Quand un époux perd son compagnon, sa compagne, il a X% de plus de mourir dans un accident domestique, donc elle n'ose plus sortir de la douche rapidement, elle n'ose plus allumer les lumières si elle a les mains mouillées, enfin elle rentre dans une forme de terreur de mourir à son tour, et voilà, c'est vraiment le récit, sans complaisance, mais sans jugement non plus, de sa perte de repères et de sa perte de rationalité. Donc c'est un texte qui a un côté américain, c'est peut-être complètement con ce que je suis en train de dire, mais il y a un rapport au drame très distancié, que moi j'ai trouvé extrêmement agréable et extrêmement émouvant par ailleurs, parce que même si on sent l'immense distanciation par l'écriture, Joan Didion rédige ce texte quasiment à chaud, et elle nous emmène avec elle pendant l'année qui a suivi le décès, donc puisque son mari, elle le perd en 2004 et le livre sort en 2005, donc c'est vraiment une écriture pourtant à chaud, mais qui a une sorte de distanciation. Il y a une forme de sécheresse, de froideur, de tendresse immense pour ce qu'elle a vécu avec son mari, puisqu'elle raconte leur vie à Sacramento, et aussi il me semble que c'est à Hawaï, où ils ont une espèce de maison, et ils sont obligés de fuir Hawaï à cause des typhons. Ils sont un couple complètement fusionnel, alors c'est aussi un couple d'un certain milieu américain, c'est un couple un peu de la jet set, puisque tous les deux ont eu un rapport avec le cinéma, ils ont écrit pour le cinéma ensemble. Joan Didion écrivait beaucoup pour la presse, elle a écrit pour Vogue, mais elle a fait aussi énormément d'articles dans la presse américaine, donc tous les deux étaient des sortes de figures de la Californie des années 60, 70, même 80. Moi, je n'ai pas lâché le livre, je l'ai trouvé tellement juste. Cette femme qui se bat et qui essaye de comprendre ce qui arrive à son mari, d'une part, de comprendre à quel moment survient la mort dans cette crise cardiaque, et qui du coup va emprunter plein de livres, va se documenter, va tenter de rationaliser par la lecture. Et c'est aussi ce qui motive, j'imagine, sa démarche d'écrivaine, que par l'écriture, elle explore, elle analyse, elle contemple aussi son chagrin, elle contemple d'ailleurs l'absence de chagrin, parce que le chagrin est effacé par la stupéfaction.
Avant tout, elle est inerte et stupéfaite, et conciliante et docile. Et vraiment, c'est un texte éblouissant. Ensuite, j'ai lu L'accompagnatrice de Nina Berberova. Alors Nina Berberova, il faut quand même que je dise que ça fait au moins 5-6 ans que je trimballe des livres d'elle chez moi, que je trouve ça et là en fait en brocante, et que j'amasse parce que je savais que j'allais la lire à un moment. Je savais que tout en elle m'intriguait. C'est une autrice russe qui a été découverte tardivement, qui a été publiée, me semble-t-il, dans les années 80 par Axe Sud. Et les parutions étaient posthumes. C'est une autrice russe qui avait ensuite émigré d'abord à Paris, qui a vécu plusieurs années à Paris et qui ensuite est partie vivre aux États-Unis où elle était aussi enseignante. Le parcours de cette femme, moi, m'a toujours intriguée, je l'ai toujours vue passer de loin. Et là, j'ai lu L'accompagnatrice. Je l'ai lu de couverture à couverture. J'ai pris un plaid un soir, mes 2 chats, je ne l'ai pas lâché. Donc vraiment, déjà, je dois dire, je lis peu de fiction. Je ne suis pas la meilleure cible pour la fiction, j'ai beaucoup de mal à être emportée par une histoire. Mais il y a des moments de l'année comme ça où je me fais un peu violence et je cherche des romans dans lesquels me plonger. Et alors là, on est en 1914, en Russie. On suit une jeune femme qui est une jeune prolétaire, qui vit avec sa mère, qui est une fille, qui est une bâtarde, une fille sans père, qui a un peu fusionné avec cette mère dans leur petite maison miséreuse dans laquelle elles ont quasiment pas à manger, pas de quoi se chauffer. C'est un portrait très dur et en même temps très réaliste de ce qu'était la Russie en pleine révolution russe, puisqu'il me semble que ça commence en 1917. Donc la misère, la famine, le froid, la neige. Et soudain, on présente à cette jeune Sonetchka une chanteuse, une cantatrice virtuose. Sonetchka, elle joue du piano. C'est son seul talent, sa seule vertu, puisqu'elle se trouve laide, elle se trouve insignifiante, elle a l'impression que sa vie ne compte pas et seule existe sa mère, elle n'a jamais aimé personne. Et soudain, on lui présente cette femme et on lui propose d'être son accompagnatrice au piano. Donc Sonetchka accepte, elle quitte la Russie pour Paris, ce qui est pour la cantatrice une fuite politique, mais pour la narratrice simplement un hasard de la vie dans lequel elle se laisse bercer. Et elle débarque à Paris et le texte raconte quelque chose d'extrêmement ambigu, complexe et du coup savoureux, qui est cette forme d'admiration qu'éprouve Sonetchka pour cette chanteuse, parce qu'évidemment cette chanteuse est flamboyante, elle est indépendante, elle est belle, elle est talentueuse, et en même temps une haine qui grandit lentement en elle, et qui est avant tout, alors on a beaucoup parlé de ce livre comme étant un livre qui raconte une jalousie féminine. Je trouve que c'est bien plus que ça, parce que Sonetchka n'est pas jalouse en tant que femme uniquement de cette chanteuse, elle est jalouse en tant que prolétaire d'une femme bourgeoise. Et j'ai adoré une scène, la scène de la rencontre d'ailleurs, où Sonetchka arrive dans le petit boudoir un peu de cette chanteuse. La chanteuse l'accueille avec du thé chaud, il y a un poêle en faïence blanc qui réchauffe la pièce, un chat bleu étendu sur les plaids et les coussins de soie. La chanteuse porte des bas roses et la narratrice se dit « mais alors c'est possible ?» Alors il y a des gens qui ont chaud et qui mangent. Et d'ailleurs la chanteuse lui donne à manger et la narratrice se jette sur la nourriture comme ça parce qu'elle est affamée et elle arrive peu à se concentrer. Et finalement voilà, il y a toute cette haine de la prolétaire qui se dit « mais pourquoi certains ont droit et pas moi ?» Et en même temps, cette haine ne prend jamais vraiment le pas sur l'amour et l'admiration qu'elle porte à cette femme. Il y a des passages, notamment vers la fin, dans lesquels la narratrice explique pourquoi elle admire à ce point-là cette femme, que je trouve incroyable aussi pour l'époque. C'est un texte qui a dû être écrit dans les années 20. Vraiment, les personnages féminins, c'est ce que j'ai préféré du livre. Et donc, je vais vous lire juste une des descriptions que j'ai préférées, que j'ai annotées sur mon téléphone, mais que j'ai préférées du livre, et qui était la manière qu'avait la narratrice de parler de cette chanteuse qu'elle admire tant. Elle dit d'elle « Elle ne comptait plus que sur elle-même, et cette indépendance la rendait encore plus forte et plus jeune. Il y eut en elle cette espèce de charme qu'on remarque chez les femmes indépendantes dont la société a fait son deuil et qui payent cette société de leur complète indifférence. » Là réside l'admiration principale de la narratrice pour cette chanteuse, qui l'envie finalement pas tant d'être belle ou d'être aimée que d'être libre. Et que d'être puissante dans cette liberté, elle qui, précisément, n'a jamais pris sa vie en main, n'a jamais été l'actrice de sa propre vie, n'a jamais été choisie et n'a jamais agi pour elle. Et c'est ça pour moi, c'est là-dessus que réside le roman et c'est ce qui vraiment m'a fascinée. Et elle a un autre mot concernant cette fameuse chanteuse, puisque toute l'intrigue du roman réside dans le fait que la narratrice, en arrivant dans le foyer, le foyer de cette chanteuse, découvre un secret et ne sait pas quoi faire de ce secret et est rongée entre l'envie de devenir la complice de cette chanteuse en lui disant qu'elle connaît son secret
ou au contraire de prendre l'ascendant sur elle en révélant ce secret. Et elle va se débattre avec ce dilemme pendant tout le livre. Mais il y a un moment donc aussi où elle rend hommage encore à cette femme, et un hommage en 3 lignes que je trouve somptueux. Maria Nikolaevna, qui est donc cette chanteuse, Maria Nikolaevna l'aimait, en parlant d'un homme. Cependant, il me semblait parfois que même sans amour, elle aurait été heureuse. Vraiment, elle n'avait besoin de personne. Mais elle l'aimait. Et ça, c'est somptueux, parce qu'écrire ça d'une femme dans les années 20, raconter l'histoire d'une femme qui n'aime pas par nécessité, par essence, par nature, par besoin, mais par choix, parce qu'elle a envie d'aimer. J'ai trouvé ça. Il y a une tension qui monte, qui monte, qui monte. La fin éclate. Et puis cette ambiance, quoi, cette ambiance d'abord de la Russie glacée. C'est un livre qui se lit en hiver. C'est un livre qui se passe en janvier, février. C'est un livre gris, froid, blanc. Donc il était parfait pour ce temps. Je crois que c'est le premier texte qui a été publié de Nina Berberova. Je suis déjà en train d'en lire un autre. J'ai son autobiographie à la maison. Bref, je ne la lâche pas. C'était incroyable. Et alors, je vais enchaîner avec un coup de cœur qui va d'ailleurs être assez difficile à défendre sur YouTube puisque c'est un texte résolument érotique. Mais mon Dieu, je vais vous parler de Thérèse et Isabelle de Violette Leduc. J'ai ce livre chez moi depuis à peu près 10 ans. Je l'ai acheté parce qu'évidemment j'avais croisé Violette Leduc plusieurs fois dans mes lectures en lisant Simone de Beauvoir et notamment en lisant d'abord les lettres de Simone de Beauvoir à Nelson Algren dans lesquelles elle mentionne beaucoup Violette Leduc de manière d'ailleurs très dure et pas tendre du tout, mais ça on sait que Simone n'était pas tendre. En tout cas elle avait éveillé quand même ma curiosité parce que même si elle n'est pas tendre avec Violette Leduc, elle parle de son talent et elle parle vraiment de sa plume incroyable, donc je m'étais un peu renseignée sur elle et j'avais chez elle d'autres ouvrages, dont La Bâtarde, que je n'ai toujours pas lu mais qui sont plus connus. Et j'étais tombée sur Thérèse et Isabelle, que je savais être un texte érotique, je savais qu'il avait été censuré aussi. C'est un texte qui a été écrit, alors j'ai pas mes notes sous les yeux, je peux me tromper, mais je crois qu'il a été écrit dans les années 40. Sous cette forme-là d'abord, à savoir un texte qui se suffit à lui-même, un texte court, une forme de nouvelle, et qui ensuite, que Violette Leduc ensuite a essayé de replacer dans différents livres, notamment dans Ravage, qu'elle a essayé dont elle a essayé de réintégrer des bouts un peu dans son œuvre romanesque. Mais sa forme initiale, c'était celle-là, et je crois qu'elle n'a paru sous cette forme que dans les années 2000. Mais en fait, je viens de réaliser que ceci est l'édition originale de 66, donc une version censurée. Rédigé en 54, il est paru sous forme censurée en 66, puis en version intégrale en 2000. Je n'ai donc pas lu la version intégrale. C'est ça d'acheter des vieux livres aussi. Donc c'est-à-dire qu'on a publié Bataille, Henri Miller, Calafert, qui sont des textes pornographique, sans aucun problème. Mais là, pourquoi ce texte est censuré? Parce qu'il s'agit d'un texte d'amour entre femmes. Violette Leduc a dit elle-même d'ailleurs qu'avec ce livre, elle n'a pas tant cherché à provoquer qu'à décrire les sensations du plaisir féminin. J'essaye de rendre le plus exactement possible les sensations éprouvées dans l'amour physique. Il y a là sans doute quelque chose que toute femme peut comprendre. Je ne cherche pas le scandale, mais seulement à décrire avec précision ce qu'une femme éprouve alors. J'espère que cela ne semblera pas plus scandaleux que les réflexions de Madame Bloom à la fin de Ulysse de Joyce. Toute analyse psychologique sincère mérite, je pense, d'être entendue. C'est important parce que c'est quand même pas anodin que lorsqu'il s'agit de plaisir féminin, les textes soient censurés. Donc c'est Gallimard d'abord qui a censuré ce texte et qui l'a republié ensuite. C'était somptueux. Au-delà même des descriptions sensuelles et sexuelles de plaisir, mais l'écriture de Violette Leduc, moi, m'a couchée. C'est un texte d'une immense poésie. J'en veux pour preuve l'ouverture du livre. Les premières pages sont d'une beauté terrassante, voyez vous-même. Isabelle arrivait du pays des météores, des bouleversements, des sinistres, des ravages. Elle me lançait un mot délibéré, un programme. Elle m'apportait le souffle de la mer du Nord. J'ai eu la force de me taire et celle de me rengorger. Je n'ai jamais lu de description telle. Thérèse Isabelle, c'est quoi? C'est une jeune femme, Thérèse, qui se retrouve dans un pensionnat de jeunes filles, pour une raison qu'on ignore. Elle débarque. Et soudain, elle vit en cachette. Le soir, dans les dortoirs, la nuit, dans les toilettes, dans les couloirs, dans une chambre, une espèce de mansarde un peu glauque qu'elle essaye de louer à une matrone. Elles essayent de se retrouver pour vivre des moments de volupté intense. On ne sait pas quel âge elles ont, mais on sait qu'elles sont à l'école, elles parlent d'uniforme, donc ça doit être des lycéennes, je pense. Mais c'est d'une incroyable puissance érotique. Voilà, en fait, j'avais plein de choses à dire, mais je vois pas bien quoi dire à part lire des extraits, même si je vais essayer d'en trouver qui soient lisibles sur YouTube. Je me détachais de mon squelette. Je flottais sur ma poussière. Le plaisir fut d'abord rigide, difficile à soutenir.
La visite commença dans un pied, elle se poursuivit dans la chair, redevenue candide. Nous avons oublié notre doigt dans l'ancien monde, nous avons été béantes de lumière, nous avons eu une irruption de félicité, nos jambes broyées de délices, nos entrailles illuminées. Notre peau entraînait notre main et son double. Nous emmenions les pluies de velours, les flots de mousseline, depuis l'aine jusqu'au coup de pied. Nous revenions en arrière, nous prolongions un grondement de douceur de l'épaule jusqu'au talon. Nous cessâmes. « Je t'attends », dit Isabelle. On est vraiment dans une parenthèse de plaisir, une parenthèse d'interdit. Ces jeunes femmes découvrent ensemble le plaisir, découvrent ensemble le corps de l'autre. Elles se chamaillent, elles se parlent, elles s'aiment, elles essayent d'arrêter de se séparer, puis elles se retrouvent et en même temps les dialogues sont... C'est vraiment un tumulte de chair et de cheveux et de seins et de sourires et de dents et de lèvres. Vraiment, fallait que je parle de Violette Leduc. Donc là aussi, je suis sur le dossier, j'ai commandé Ravage, je vais très certainement essayer de lire La Bâtarde dans l'année. Qu'est-ce que c'est rare d'entendre parler d'amour lesbien et qu'est-ce que c'est rare d'entendre la description d'une part du plaisir féminin, mais d'autre part vu par une femme et de triple part vu par une femme qui aime les femmes. Moi, j'avais très peu lu ça, à part chez quelques poétesses comme Audre Lorde par exemple, ou Nathalie Clifford Barnett, ou Renée Vivien. Mais là, en littérature, même si c'est quand même un texte très poétique, je le rapprocherais presque de la prose poétique. Triple plaisir, c'est délicieux, c'est brûlant, on a les joues qui chauffent et c'est magnifique. En plus, mon édition était somptueuse aussi, je dois bien l'avouer. Donc voilà pour 3 coups de cœur qui ne se ressemblent pas, si ce n'est que c'est 3 autrices, mais ça, vous êtes habitués. Donc je continue à lire et je reviens vers vous dès que possible avec d'autres coups de cœur. D'ici là, ma foi, lisez bien, portez-vous bien. J'espère que vous traversez le mois de janvier avec joie, malgré le contexte compliqué. Et je vous dis à très bientôt. Merci.